réanimation néonatale et pédiatrique à l'hôpital Trousseau et je vais vous parler d'ECMO chez le nouveau-né et d'ESCAR. Et dans notre service, on est hors chirurgie cardiaque. Donc pourquoi cette étude? Tout d'abord, ça a été un constat infirmier et un questionnement de l'équipe. Une problématique avec des escarres occipitaux fréquentes chez les enfants sous ECMO dans le service, observée en fin de traitement à la décanulation, avec des contraintes qui mobiliser l'enfant est un risque avec des chutes de débit et un risque de déplacement des canules. Et du coup, la question se posait, est-ce que la présence d'escarres est une fatalité ou peut-on améliorer nos pratiques? Donc voici des escarres qu'on a retrouvées en fin de traitement dans le service. Avec, pour historique, une problématique ancienne, les premières ECMO datent de 1987 dans le service, où on utilisait une canule unique positionnée en jugulaire et des pompes à étirement de tuyaux et des clans alternatifs, la REC, avec des difficultés de drainage récurrentes, une interdiction de bouger les enfants à ce moment-là, et depuis 2009, de nouvelles pompes et de nouvelles canules, dont la Rotaflow. Désolée pour la photo, on ne voit pas du coup tout le système. Du coup, l'escarre n'est pas une fatalité. On a remis en cause nos pratiques infirmières. La démarche a été soutenue par l'équipe médicale et l'encadrement. On est 2 infirmières à été formées. Une collègue qui a eu le DU de pratique avancée en soins infirmiers pédiatriques, mémoire orientée sur les stomies et les soins de plaie. Et pour ma part, j'ai eu un DU en plaie de cicatrisation. Et cette étude est le sujet de mon mémoire. Donc la première étude a été réalisée fin 2012. On avait de nombreux ECMO, une impression de l'équipe que tous les enfants en fin de traitement avaient une escarre. Et c'était un questionnement sur l'escarre est-elle inéductable, et néglige-t-on involontairement la prévention d'escarre du patient en réanimation parce que son pronostic vital est engagé. Notre démarche a d'abord été une étude rétrospective sur dossier, des propositions d'amélioration et une étude comparative avant-après. Donc la première étude rétrospective a eu lieu en 2011-2012. La population a été les nouveau-nés, les nourrissons sous ECMO sur table radiante. Et la pratique du service, c'était l'enfant à la tête droite pour respecter les axes vasculaires, d'où un appui constant sur l'occiput. Et pas de mobilisation de la tête, car risque de dysfonctionnement du circuit par la chute de débit, et pas de matelas dynamique anti-escarre pour les tables avant mars 2013. Donc nous avons relevé 46 patients, 15 enfants sont décédés, 2 dossiers non retrouvés, une étude du coup qui a porté sur 29 dossiers, avec une majorité d'inhalation méconiale et de hernie diaphragmatique gauche. Une population avec un terme d'environ 39 semaines, 7 jours de vie, un poids à 3,1 kg, une durée d'ECMO de 11,7 jours, 14 patients en ECMO véno-veineuse ou AREC, 11 patients qui ont eu les 2 types véno-veineux et véno-artériel et 4 patients véno-artériel. On a relevé 8 escarres, soit 27%, de stade 2 et 3 qui sont des escarres graves, 27% étant la prévalence à peu près d'escarres en réanimation pédiatrique. Donc les facteurs prédictifs d'escarres avec significativement la durée d'ECMO et les types d'ECMO, les enfants en véno-artériel n'ayant pas eu d'escarres et les patients en véno-veineux étant le plus touchés. La conclusion de la première étude a d'abord montré la durée d'immobilité et l'ECMO véno-veineuse et on relève également que ces enfants sont ceux traités par ECMO véno-veineuse qui sont le plus longtemps traités et avec un nombre de jours d'amine le plus important. Le premier biais de l'étude a été que les patients décédés ont été exclus et a priori étant les patients les plus graves par défaillance multiviscérale qui augmentent ce risque d'escarre. Et le deuxième biais étant que c'est une étude rétrospective. Les pratiques correctives ont d'abord été sur l'immobilité. On s'est équipé de matelas à air dynamique. On a associé une prévention locale avec un effleurage de l'occiput et une réduction au niveau du plan dur avec une application d'un pansement à type de Mépilex. Ces pratiques ont été présentées à l'équipe médicale de façon concomitante à leur volonté de peser les enfants. On a pu commander les matelas aérodynamiques et ce nouvel procédé a été validé par les chirurgiens et les réanimateurs. Et l'information aux infirmières a été faite au jour le jour lors des transmissions.
Voilà le protocole qui apparaît dans les chambres. Alors on a voulu préciser le modèle de table radiante qu'il faut utiliser chez ces enfants parce qu'on a différents modèles dans le service. On a précisé également comment installer avec seulement des carrés absorbants et pas d'à l'aise pour éviter les épaisseurs, les réglages du moteur qu'il fallait appliquer, le type de produit et où le trouver exactement, et on a voulu ajouter des prérequis qui étaient l'accord médical et la sécurisation du matériel. Et ensuite, on a expliqué le déroulement du soin point par point. Donc dans les améliorations, on a eu de nouvelles tables entre-temps ensuite avec des balances intégrées. On a amélioré aussi au niveau de nos transmissions la traçabilité des escarres dans les dossiers infirmiers et sur des feuilles spécifiques. Et au niveau des dossiers médicaux, on ne retrouvait pas toujours les informations sur les escarres. La deuxième étude, qui consiste en une étude prospective et comparative avec les mêmes critères, elle s'est déroulée de mars 2013 à décembre 2014. La population identique sur la première période et la deuxième période, nous avions 32 patients, 17 décès, donc on a eu à ce moment-là plus de patients décédés. Donc nous avons fait l'étude sur 15 dossiers. Les patients étaient plus de hernie diaphragmatique gauche et de choc septique. Les termes de naissance sont a priori pas très différents, 38 semaines, un âge moyen à 11, un poids à 3,3 kg, une durée d'ECMO de 10 jours. Nous avons eu 8 ECMO véno-veineuses ou AREC, 6 patients en véno-veineux et véno-artériel et seulement un patient en véno-artériel seul. Nous avons relevé 2 escarres et seulement de type 1, c'est-à-dire de rougeur, qui sont du coup moins importants. La comparaison des deux populations, de façon significative, les enfants de la deuxième période étaient plus sceptiques, avec une PaO2 meilleure et un état nutritionnel qui était moins bon sur la deuxième période. Les enfants... Et de nouveau, on observe que les patients en ECMO-VA n'ont pas d'escarres. Les patients qui en ont le plus sont toujours les patients en ECMO véno-veineuse. Par contre, les enfants en ECMO veineux plus véno-artériel ont plus d'escarres. Les pathologies sont différentes par rapport à la première période, plus de sepsis avec plus de besoins en amine, d'où une diminution de la perfusion périphérique, moins d'apport calorique avec un risque de malnutrition, plus de facteurs prédictifs mais moins d'escarres, d'où peut-être une prévention efficace. Les patients en ECMO véno-veineux et véno-artériel ont eu plus longtemps l'ECMO, une prise de poids plus importante et un nombre de jours d'amine plus long. La limite de l'étude, c'est-à-dire moins de patients par un impératif de temps, on a présenté cette étude à la SRLF en janvier 2015, une mortalité plus importante sur cette période et il manque peut-être les critères de gravité avant ECMO tels que l'ADO2 et la PaO2 sur FiO2 que je n'ai pas relevés ou qui ne sont pas toujours figuratifs sur les pancartes. En conclusion, l'efficacité de l'utilisation du matelas dynamique associé à des soins locaux, une implication forte des soignants pour la prévention et l'adhésion et la mise en pratique rapide du protocole, moins d'escarres mais pas zéro, on n'a pas toujours eu de matelas disponibles, des enfants trop instables pour réaliser le soin local et une diminution de leur gravité. Un dernier exemple qui n'est pas forcément néonat, mais un enfant d'hémato âgé de 3 ans et demi qui a eu 3 semaines d'ECMO, des besoins importants en catécholamine, une canule artérielle extrêmement haute et de gros problèmes de saignement, d'où une impossibilité de mobilisation, une macération importante et de mauvaise perfusion périphérique. Et on a retrouvé une escarre de stade 3 chez cet enfant. On est conscient du poids de nos pratiques antérieures et un travail conjoint de l'équipe. L'escarre n'est donc pas inéluctable et faut-il prévoir de nouvelles difficultés avec la canule Avalon, qui nécessite un positionnement très précis et la mobilisation va-t-elle pouvoir être possible comme on le réalisait jusqu'à maintenant? Merci.